Roman étranger. Que la fête recommence. Mieux qu'une simple réédition, Paris est une fête d'Ernest Hemingway paraît aujourd'hui dans une version augmentée, plus fidèle à l'esprit de l'auteur et commentée par ses descendants. Un must. Ce livre est une œuvre d'imagination, mais il est toujours possible qu'une œuvre de ce genre jette quelques lueurs sur ce qui a été rapporté comme un fait. Il ne s'agit en rien d'une phrase d'avertissement ou de protection juridique, mais d'une clé que nous livre Ernest Hemingway dans Les Fragments inédits de Paris est une fête, ouvrage mythique que l'on présente souvent comme un recueil de souvenirs. Mais justement, ceux-ci ne sont-ils pas par essence, en tant que restitution du passé, le fruit de l'imagination ? Si la ville de la Tour Eiffel est une fête mobile, le titre original étant A Movable Feast, la vie n'est-elle pas un roman ? Voilà tout l'intérêt de la publication de cette édition basée sur les manuscrits originaux de Paris est une fête, qui au-delà des extraits inédits, d'un avant-propos et d'une introduction, nous permet de mieux comprendre l'aspect ouvertement théorique de cet ouvrage, qui ne saurait être résumé à une simple accumulation d'anecdotes sur le Montparnasse ou le Saint-Germain-des-Prés d'antan, tout comme la recherche de Proust n'a rien d'un long annuaire mélancolique et mondain de vieilles dames et de jeunes messieurs bien comme il faut. Il est d'ailleurs difficile de ne pas songer à l'amateur de Madeleine lorsque, dès le premier chapitre de ce chef-d'œuvre d'Hemingway, on tombe sur des phrases comme celle-ci. Toute la tristesse de la ville se révélait soudain avec les premières pluies froides de l'hiver, et les toits des hauts immeubles blancs disparaissaient aux yeux des passants, et il n'y avait plus que l'opacité humide de la nuit et les portes fermées des petites boutiques, celles de l'herboriste, du papetier et du marchand de journaux, la porte de la sage-femme, de deuxième classe, et celle de l'hôtel où était mort Verlaine et où j'avais une chambre au dernier étage pour y travailler. Pour rester dans les anecdotes hôtelières, le Ritz conservait depuis mars 1928 deux énormes malles appartenant à Hemingway, contenant, selon Sean, son petit-fils et auteur de la préface, des vestiges oubliés de ses premières années à Paris. Pages de romans dactylographiés, carnets de notes relatives, Au soleil se lève aussi, livres, coupures de presse, vieux vêtements. L'établissement réussit finalement en 1956 à convaincre l'écrivain américain de reprendre ces vestiges qu'il fit livrer à Cuba. Nul doute que ces symboles du passé firent ressurgir bien des événements, si bien que l'auteur entreprit dans la foulée l'écriture des Vignettes parisiennes, premier titre de Paris est une fête. De 1957 à 59, oscillant entre Cuba, Ketchum, l'Espagne ou la France, Hemingway passa en effet son temps à remettre la main à la première version du manuscrit qui fut publié en 1964, soit 3 ans après son suicide et après d'importants amendements de la main des éditeurs, de Mary Hemingway, nota bene sa 4e et dernière épouse, et de Harry Bragg de la maison Scribner. On retrouve évidemment dans la présente édition les 19 chapitres relatant les années 1921 à 1926, dans un certain désordre chronologique. Entre Joyce et les Fitzgerald. Alors journaliste sans le sou, le futur géniteur du vieil homme et la mère et, pour qui sonne le glas, s'installait en plein cœur de Paris avec sa jeune épouse, Adlai, et rêvait de pouvoir vraiment vivre de sa plume. Je savais qu'il me fallait écrire un roman, mais cela me semblait être une entreprise impossible, quand j'avais tant de difficultés à écrire des paragraphes où se trouvait déjà distillée en quelque sorte toute la matière d'un roman. Rapidement, le couple fit la connaissance de nombreux expatriés que la postérité a pour la plupart retenus. Gertrude Stein, Ezra Pound, la librairie Sylvia Beach, James Joyce, que Hemingway croise un jour sur le boulevard Saint-Germain, ou bien sûr le couple Fitzgerald. Zelda avait des yeux de faucon, une petite bouche et des façons très sudistes avec un accent à l'avenant. Quant à Francis Scott, son talent était aussi naturel que les dessins poudrés sur les ailes d'un papillon. Au début, il était aussi inconscient que le papillon, et quand tout fut emporté ou saccagé, il ne s'en aperçut même pas. Plus tard, il prit conscience de ses ailes endommagées et de leurs dessins, et il apprit à réfléchir. Il avait repris son vol. J'ai eu la chance de le rencontrer juste après qu'il eut connu une période faste de son écriture, sinon de sa vie.
Se succèdent les virées plus ou moins éthyliques entre la closerie des Lilas, le Dôme ou les Deux Magots, sans oublier quelques passages dans les hippodromes et des escales dans le Midi, en Espagne, en Suisse et en Autriche. Mais Paris est une fête doit également son culte à la célèbre scène où Gertrude Stein, reprenant les mots d'un graphiste insultant son employé, lança sa fameuse réplique. Vous autres jeunes gens qui avez fait la guerre, vous êtes tous une génération perdue. Dès lors, a-t-on raisonnablement le droit de toucher à un livre aussi mythique et fondateur sans tomber dans le sacrilège ? Au vu de la préface de Sean Hemingway, la réponse est clairement oui, si les chapitres de l'édition originale se fondent sur un manuscrit dactylographié annoté de la main même d'Hemingway, il y eut pléthore de modifications à sa première parution. En particulier, l'emploi en de nombreux endroits du récit du pronom de deuxième personne, des titres insérés, une préface signée Marie Hemingway, et surtout l'ajout et la suppression de quelques chapitres pour des raisons pas forcément littéraires. On aura plaisir à découvrir, outre une poignée de fragments au brouillon fort instructifs, 8 vignettes inédites que le descendant a choisi d'intégrer non pas au sein même de la version pseudo-originale, mais en fin de volume. Ainsi, il est difficile de résister à l'humour de l'éducation de M. Bombi, le jeune fils d'Hemingway à qui le mari de la femme de ménage et ancien maréchal des logis-chefs, un certain Touton, va apprendre quelques mots bien français. Poule, ballon de bière, etc. et expression bien de chez nous, les femmes pleurent comme les enfants pissent. Vive la France et les pommes de terre frites. La boxe n'est pas absente, avec le portrait de Larry Gaines, un poids lourd noir, longiligne, au visage intact et aux bonnes manières, tout comme Fitzgerald à travers l'évocation de son chauffeur. Et on ne saurait oublier le fabuleux « Le poisson pilote et les riches », tellement juste. Aviez-vous remarqué que les riches ont toujours une sorte de poisson pilote qui les précède ? Mais si, il est parfois un peu sourd, parfois un peu myope, mais affable et hésitant. Il vient humer l'atmosphère avant eux. Tout Hemingway est là, et c'est encore la fête, qu'on soit à Paris ou ailleurs. Paris est une fête par Ernest Hemingway, édition revue et augmentée, traduit de l'américain par Marc Saporta, et pour l'avant-propos, l'introduction et les inédits, par Claude de Manueli. 304 pages, Gallimard, du monde entier, 19,50 €. La découverte de l'ire, fable mexicaine. Les êtres que la médecine déclare différents peuvent-ils faire avancer le monde ? C'est à cette question que se frotte la mexicaine Sabina Berman, dans ce premier roman aux allures de fable philosophique. Karen, son héroïne, est autiste. Murée dans le silence, elle ne sait pas parler, mange avec les doigts, grogne, bave lamentablement, ne parvient à bégayer qu'une seule syllabe, moi, et passe ses journées prostrée dans un antre souterrain. C'est l'histoire de cet enfant sauvage que raconte Sabina Berman, de cette gamine qui semble irrécupérable et qui est constamment victime de ses émotions, peur, joie, douleur, et qui vit loin de tout, face à la mer, dans la propriété de sa famille, une vieille dynastie de pêcheurs de thon en faillite. Une loque, Karen ? Pas pour sa tante Isabelle qui a décidé de la transformer en être humain et de lui apprendre à parler, à ne plus avoir peur de son handicap, mais au contraire à en faire une arme pour affronter le monde. Mission réussie, la jeune autiste sortira peu à peu de sa carapace de silence, aidera sa tante à relancer l'entreprise familiale et deviendra une pionnière en la matière. J'ai eu l'idée d'une pêche au thon sans violence, une pêche humanitaire, dira Karen à la fin de ce récit où l'écologie se mêle à la réflexion sur la maladie mentale. Et où il est aussi prouvé que les écrivains ressemblent parfois aux autistes, parce qu'ils sont, comme eux, des nœuds d'émotions. Un roman inclassable, original, même si les filets de la mexicaine plongent parfois dans des eaux trop angéliques, avec une morale qui aurait gagné à être moins appuyée. Moi, par Sabina Berman, traduit de l'espagnol, Mexique, par Claude Bleton, 262 pages, seuil, 19,50 €.